allons donc parler de notre analyse qui concerne la réglementation, souvent interprétée, contournée, parfois ignorée. Actuellement, l'implication des usagers se limite à une représentativité au sein du conseil portuaire. Un nombre déterminé de représentants sont désignés par les usagers du CLUP, Comité local des usagers permanents, sont nommés par arrêté de l'autorité compétente pour siéger lors des séances de ce conseil. Il ne s'agit là que d'une présentation des bilans d'activité, de fonctionnement, de projets d'aménagement ou de travaux, des budgets en cours et provisionnels, et des tarifs proposés pour l'année à venir. Pour les représentants des usagers en général, leur participation se limite à donner leur avis, s'il leur est demandé, qui peut être organisé par un vote, mais qui ne sera qu'un avis consultatif. Le vote est toujours favorable pour le concessionnaire. Il n'y a pas de parité dans cette assemblée. C'est ce que nous regrettons. Le vote est toujours favorable pour le concessionnaire. Il est évident que si la parité n'est pas respectée, il ne peut pas y avoir de contre-décision lors du vote. Et nous considérons ça comme, disons, un non-respect. Le contrat. C'est un contrat d'occupation d'un emplacement dans l'enceinte du bassin portuaire ou de la zone de mouillage, moyennant le règlement d'une redevance. Le Code des ports maritimes dit « occupation privative d'un poste à quai, accordé pour une période annuelle renouvelable ». Ce n'est pas un bail de location. Nous ne payons pas un loyer. Le montant de la redevance doit être établi dans le respect de ce qui est attribué et du service rendu. Une meilleure implication et une écoute des usagers. Nous disons là un club dans chaque port. C'est une obligation prévue par la réglementation et une invalidation des décisions prises pour non-représentation du club en conseil portuaire qui peut être prononcée par un tribunal avec réparation. Il est évident que ce n'est pas ce que nous demandons, ni nous n'avons pas l'intention d'aller jusque-là, sauf s'il le faut, mais nous demandons simplement que cette réglementation soit respectée et que dans chaque port, on voit se créer un club. Dès sa création, c'est aux représentants du club de le faire fonctionner et aux concessionnaires et gestionnaires de faciliter ces conditions en transmettant les coordonnées des membres qui s'y inscrivent conformément à l'article 622.3 du Code des ports maritimes et dans le respect des recommandations citées dans la note ministérielle de mai 2004. Il est important de rappeler que l'inscription sur la liste est une démarche volontaire de l'usager. Tout blocage ou intention manifeste d'un concessionnaire ou gestionnaire de ne pas communiquer les renseignements permettant aux représentants du club de le faire fonctionner correctement est considéré par nous comme une volonté évidente d'empêcher, voire d'évincer, les possibilités des usagers de faire valoir leurs droits et le respect de ce qui leur est dû. Il faut interdire toute ingérence dans le fonctionnement du club et respecter la désignation de leurs représentants par les membres de ce comité, comme le prévoit le Code des ports maritimes, lors du renouvellement de l'arrêté de nomination au conseil portuaire qui est pris par l'autorité compétente. Amélioration du fonctionnement des conseils portuaires. Nous demandons une recomposition du conseil portuaire avec la parité, dans un respect d'une réelle représentativité par activité. C'est-à-dire que dans un conseil portuaire, prenons le cas d'un port assez important, vous pouvez avoir 3 activités, c'est-à-dire le commerce, c'est-à-dire la pêche professionnelle et l'activité plaisance. Donc ces conditions, si vous voulez, le conseil portuaire est réuni sur une seule unité et les décisions sont prises, c'est-à-dire les avis sont donnés sur cet ensemble par la totalité des personnes présentes. C'est-à-dire que dans ces conditions-là, on se voit mal, nous, aller donner un avis concernant le commerce
ou concernant la pêche professionnelle, que chaque partie s'adresse dans ces conditions, et qu'au niveau de la plaisance, il est évident qu'on ne comprend pas que ces personnes puissent intervenir. Stop au mélange budgétaire des activités, dont celui de la plaisance vient souvent pallier le déficit portuaire enregistré par je cite le cas, c'est la pêche professionnelle. Bon, malheureusement, si vous voulez, la pêche professionnelle est également concernée par les difficultés, par les problèmes économiques. Nous voyons des unités de pêche professionnelle disparaître et les parties laissées libres, reprises par la pêche de loisirs. Il est évident qu'à ce moment-là, pour une question de rentabilité et d'équilibre budgétaire du port, bien souvent, la partie de redevance que compose la pêche de loisirs, que compose la partie plaisance, vient pallier cette pêche professionnelle. Nous demandons une plus grande transparence dans le fonctionnement, dans les budgets, et le respect des obligations de présenter les projets en conseil portuaire, comme le prévoit la réglementation, avant de les réaliser et de mettre les usagers devant le fait accompli. Nous considérons qu'à ce moment-là, c'est également un manque de respect. Strict respect des textes en vigueur. Nous demandons depuis plusieurs années, nous constatons régulièrement des modifications de cahiers des charges, des règlements de police devenus règlements de police et d'exploitation. Ces modifications sont établies à l'avantage des concessionnaires. Il est évident que ce sont eux qui font les propositions, que bien sûr les autorités reprennent et que là, il n'y a pas consultation des usagers. Ces modifications sont établies à l'avantage des concessionnaires et gestionnaires dans lesquels sont inclus de nouvelles règles dégageant leurs responsabilités ou imposant des conditions non conformes à la réglementation en vigueur. Ces documents n'ont bien souvent pas fait l'objet d'une présentation en conseil portuaire et ne respectent plus les conditions des documents types approuvés en Conseil d'État. Alors là, bien sûr, quand je vous dis ça, c'est quoi les documents types approuvés en Conseil d'État? Ce sont des documents qui sont bien établis à l'avance et dont l'établissement, si vous voulez, tenant compte d'une spécificité d'un port, on ne peut donc déroger aux règles qui sont prévues dans ces documents. Bon, ce n'est pas le cas, donc voilà pourquoi, si vous voulez, on conteste ce genre de pratique. Je voudrais donner un petit exemple qui va peut-être surprendre. Nous avons travaillé avec des associations dans un port de plaisance qui n'a pas de conseil portuaire. Ce port est un port de pêche et de plaisance où la pêche est en diminution constante et où la plaisance bouche les trous de gestion portuaire. Et on a essayé par tous les moyens, c'est-à-dire en faisant des lettres à la responsable qui est la maire de la communauté. C'est un port communal. Et nous avons fait intervenir le préfet pour lui demander qu'il fasse une admonestation à la gestion, ce qu'il a fait. Et nous avons aussi demandé l'appui du Conseil supérieur. Ça fait 2 ans qu'on se bagarre pour obtenir qu'on établisse le Conseil portuaire. En désespoir de cause, je vous cite cet exemple parce qu'il vaut quand même la peine d'être cité. Les usagers ont décidé de constituer leur club. Enfin, un club PIP, puisque finalement, il y a à la fois pêche et plaisance. Donc, ils se sont réunis. Ils ont constitué un club basé sur la loi 1901 avec un président. Et c'est le club PIP maintenant qui va porter un peu la responsabilité des actions à mener pour obtenir le conseil portuaire. La première action qu'il a faite, effectivement, ça a été encore constitué d'aller demander au maire qu'il veuille bien lui donner le budget du port, ce qu'il n'a pas fait. Donc maintenant,
le club et en est aux actions vis-à-vis des conseils régionaux, de la Cour des comptes. Voilà. C'est quand même un cas qui n'est pas forcément isolé. Il y a pas mal de ports où il n'y a pas de conseil portuaire. Alors déjà, le conseil portuaire, on peut dire qu'il n'est pas très favorable aux plaisanciers, étant donné que tout ce qu'il peut dire n'a pas force de loi. Au contraire, on vous dira « passez, il n'y a rien à voir parce que votre avis, il n'est que consultatif ». Mais en plus de ça, on n'a même pas des endroits où on a un conseil portuaire. Alors voilà un exemple pour renforcer les dires de mon collègue Alain. Alors, je vais passer à un problème qui est surprenant aussi, les listes d'attente. Quand on dit listes d'attente, pourquoi vous parlez des listes d'attente? Et si on regarde le document, on voit une liste et un seul critère d'avancement. Et en fait, quand on lit ça, si on est au Conseil Sup, on me fait des gros yeux en disant « mais mon cher ami, on a déjà réglé le problème. On a fait une commission, elle s'est réunie. C'est d'ailleurs une commission qui était pilotée par un plaisancier de l'UNAN. Et on a sorti effectivement une note très précise, très logique, et qui devrait régler le problème des listes d'attente. Une seule liste, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs listes dans plusieurs ports. Donc une seule liste, un seul critère d'avancement, qui est la date d'inscription. On ne peut pas avoir plusieurs dates d'inscription et on ne peut pas avoir plusieurs listes. Ça, il faut que ça soit bien clair. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Puisque la liste qu'on a prévue de piloter est quand même reconnue par tout le monde très bonne. On peut se poser des questions, parce que comme on voit que la liste reste bloquée, on peut se dire, les gens, c'est un peu comme les Chinois de Paris, ils ne meurent jamais. Et pourtant, on voit bien que les bateaux changent dans le port. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est un petit peu comme l'affaire des Chinois de Paris, c'est-à-dire qu'il y a de la triche en ce qui concerne les ventes de bateaux qui sont vendus avec anneaux. Donc, toutes les places qui sont libérées et qui devraient aller aux listes d'attente sont siphonnées par ces ventes qui sont illégales. Alors là, on peut se poser aussi une question, c'est comment se fait-il qu'on se trouve dans cette situation, puisque finalement c'est contrôlé d'une part par le fisc et en particulier par la douane. Eh bien, il faut croire que la douane, à un certain moment, je m'excuse pour l'administration, mais elle n'a pas dû faire tout à fait son travail pour qu'on puisse faire des dysfonctionnements de ce genre-là. Alors, c'est bien beau de le dénoncer, il faudrait trouver des solutions. On ne peut pas rester dans cette situation-là, je pense. Nous, ce que nous préconisons, c'est peut-être de faire une amnistie pour ce qui existe, et puis d'appliquer, comme vient de me le dire tout à l'heure M. Bayer, d'appliquer la loi, rien que la loi, et la faire respecter à ce moment-là. Voilà, ça c'est un problème quand même assez grave, parce que nous pensions que s'il y avait un renouvellement par les listes d'attente, nous aurions à ce moment-là un certain mouvement pour que les bateaux bougent dans les ports. On continue, monsieur Assayante, parce que le temps passe et il y a beaucoup d'intervenants. Je parle des budgets et de la copropriété, puis ça sera tout. Des budgets détournés, on en a parlé. Hein. Les budgets détournés, en particulier quand vous êtes dans un port de pêche où finalement c'est le port de plaisance qui bouche les trous, bon là il y a un petit problème de mélange. Maintenant il y a aussi autre chose, c'est que dans un port, on ne travaille pas forcément avec une bonne attention aux dépenses. Hein. Au contraire, dans certains cas, on a intérêt, en particulier quand on est un délégué de la Chambre de commerce, on a intérêt à faire le maximum de travaux. Donc ça, je considère aussi que ce sont des budgets qui sont détournés de leur destination. Revenons à la copropriété. La copropriété, nous pensons que c'est peut-être une solution petite, mais qui existe, de diminuer le nombre de vieux bateaux
en regroupant un certain nombre de gens dans une copropriété. C'est peut-être pas la panacée, mais je crois qu'on a tort de ne pas avoir, jusqu'à présent, bien regardé ce problème. Ça existe, c'est accepté, la copropriété est acceptée par la douane, puisqu'elle inscrit la copropriété, mais elle n'est pas acceptée par le Code des ports maritimes, donc il y a une certaine homogénéité à remettre au niveau de l'administration. Alors on parle de manque d'homogénéité des tarifs. Oui, on constate que les tarifs sont aberrants, en ce sens que quand on fait des constats sur la France entière, les tarifs varient de 1 à 10. Alors de 1 à 2, de 1 à 3, on peut comprendre que bon, il y a des choses qui sont différentes d'un port à l'autre. De 1 à 10, ça fait beaucoup. En fait, quand on regarde les choses d'un peu près, on se rend compte que chaque port a un règlement portuaire qui est différent. Et en définitive, c'est un peu géré avec une certaine anarchie sur le plan national. Et là aussi, nous avons dit, nous regarderons de très près les règlements portuaires, de telle manière qu'ils soient tous légaux et répondent tous à la loi. Donc là aussi, nous voulons que la loi soit appliquée entièrement. Ne pas généraliser. Nous avons des ports où les choses fonctionnent relativement bien. Voilà. Ce n'est pas donc... Alors, nos actions. Maintenir le dialogue quand c'est possible. Ben, il est évident que si nous avons la possibilité donc, d'avoir donc, ce dialogue, cette concertation et la possibilité de rentrer dans les organes de décision, ce que je pense que ça devrait l'être, hein, on aurait donc cette possibilité donc, d'avoir un dialogue constructif. La mise en commun de nos moyens, bon, ben, c'est le rassemblement de nos fédérations. Vous l'avez l'exemple aujourd'hui, et nous avons bien l'intention donc, de poursuivre dans cette voie. Nous parlons aussi de renforcement de nos moyens, plateforme juridique. Alors, très importante, il est évident que nous travaillons là sur des textes réglementaires, législatifs, et qu'il n'est pas question donc, de déroger de ce qui est présenté, et de pouvoir donc, avoir cette aide juridique et de parler clairement auprès de nos usagers. La poursuite des actions juridiques en cours, ben, il est évident que malheureusement, bon, pour certains gestionnaires qui ne veulent pas comprendre, certains concessionnaires qui couvrent leurs gestionnaires, que nous sommes obligés dans ces conditions donc, d'aller devant la juridiction compétente. Ces deux premiers communiqués dénotent un certain malaise qu'il y a entre effectivement les plaisanciers et certains ports. C'est vrai qu'il y a parfois un manque de transparence, que le plaisancier a l'impression d'être l'usager vache à lait, un peu comme l'automobiliste, et que dans certains ports, encore une fois, il y a un manque de clarté et de transparence la plus totale. C'est pas vrai, et loin de là, dans la majorité des ports. Et dans beaucoup de ports, les choses se font de façon réglementaire. Ce que nous demandons, et je crois que c'est l'épice, d'abord, c'est qu'il faut qu'un dialogue soit permanent et s'instaure de façon permanente entre les représentants des plaisanciers et les gestionnaires. Ça me paraît très important. Il faut bien entendu que les dispositions légales soient respectées et qu'il n'est pas question que dans un port, il n'y ait pas un conseil portuaire. Même s'il a un rôle consultatif, pour l'instant, la loi ne lui en donne pas plus, mais il faut que ces conseils portuaires existent, fonctionnent, soient consultés, c'est la loi, devant les budgets, devant les modifications tarifaires, devant les décisions importantes. L'avis du conseil portuaire est absolument indispensable. Donc nous souhaitons et nous demandons que partout sur le territoire, les dispositifs légaux s'appliquent. Restent des problèmes, bien entendu. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'homogénéité des tarifs, mais il est bien certain que l'historique du port, son coût de construction, etc., fait que la redevance ne sera pas la même. Ce qu'il faut, c'est que partout sur le territoire, un bateau d'une catégorie définie, longueur-largeur, soit traité dans la même rubrique partout. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura le même tarif. Encore une fois, le tarif dépend de l'historique du port. Donc nous souhaitons que de ce côté-là, il y ait une grande transparence sur l'application des tarifs. La plupart des ports utilisent encore longueur-largeur. D'autres ports se sont mis à la surface au mètre carré. C'est peut-être plus progressif. Il n'y a pas d'effet de marche. Enfin bon, c'est à discuter, mais encore une fois, là aussi, nous souhaitons que les choses soient claires et transparentes. Il y a un problème qui n'est pas réglé par la loi et que nous souhaiterions d'ailleurs que ça évolue, c'est celui de la copropriété. C'est vrai que la douane accepte qu'il y ait plusieurs propriétaires sur un bateau, mais que l'attribution d'une place est à la personne physique, seulement à la personne physique, et qu'en cas de décès de cette personne physique, la place redevient libre. Et ça, c'est un vrai problème. Alors nous en discutons, j'en discute avec mon directeur de port, qui est dans les ports vertueux, je le dis tout de suite.
Et il serait intéressant qu'on puisse accepter que la copropriété soit transmissible au moins une fois au copropriétaire suivant, de façon à continuer quand même à l'exploitation du bateau et à permettre à des jeunes de continuer, des gens plus jeunes en tout cas, de continuer cette pratique. C'est à discuter. Peut-être que le législateur aussi pourrait aider dans ce sens en définissant, en modifiant le code, en permettant de attribuer une place à la copropriété. Ça fait partie de ce que nous demandons. Sur les listes d'attente, il est bien certain que les listes d'attente, ça fait partie de la transparence nécessaire. Il y a une liste d'attente et que le critère, c'est l'antériorité de la demande, à taille égale, bien entendu. Et ça, je crois que les ports qui ne s'y prêteraient pas seraient susceptibles d'être poursuivis et qu'on les questionne sur des listes d'attente qui seraient officieuses, si j'ai bien compris ce que tu nous dis, cher ami. Ce qui me paraît absolument impossible dans ce pays vertueux qu'est la France. Ça me paraît tout à fait impossible. Donc, nous souhaitons en tout cas qu'il y ait là-dessus la plus grande transparence, bien entendu. Ce que nous aimerions, et certains ports le font de façon volontaire, c'est qu'il y ait dans les organismes de décision, les conseils d'administration, des représentants des plaisanciers ou des usagers. La loi ne le permet pas pour l'instant. Mais je sais qu'à La Rochelle, nous avons un représentant sur 5000 places, c'est pas beaucoup. Enfin, c'est un représentant au conseil d'administration. Là, nous souhaiterions que le législateur s'empare de ce problème et qu'il y ait obligation pour les organismes gestionnaires qu'il y ait une représentation dans les conseils d'administration de gestion des représentants des plaisanciers, des usagers, à prorata, bien sûr, de la taille du port. Minoritaire, nous sommes tout à fait d'accord, mais quand même qu'on soit présent. Parce que si on réfléchit quand même, 80% du port est payé par les plaisanciers. C'est normal. C'est normal, on l'utilise un service, c'est normal qu'on le paie. Mais il n'y aurait pas de port de plaisance, il n'y avait pas de plaisancier. Hein, c'est une palissade, mais il faut bien le concevoir. Et 80% de budget d'un port est financé par nos redevances. Donc il est quand même un petit peu normal que nous puissions être intégrés plus fortement dans la gestion. C'est un vœu que je forme et j'espère que l'État l'écoutera, l'État a des grandes oreilles partout, et peut-être qu'il y réfléchira plutôt que de nous préparer peut-être un permis de pêche payant pour payer je ne sais quoi d'ailleurs. Donc on préférait que l'État s'intéresse à ce problème. Donc si vous voulez, le fond du problème, c'est que, et nous sommes tout à fait d'accord pour que le port soit à la charge des plaisanciers, c'est tout à fait normal. Mais qu'il y ait la plus grande transparence, le plus grand dialogue possible et la plus grande compréhension entre les gestionnaires et puis les usagers. Il y a eu des gestionnaires, je le dis parce que peut-être ils ont géré de façon différente, mais certains organismes parapublics, je ne les citerai pas, mais se sont révélés des gestionnaires particulièrement agressifs et maladroits. On a vu fleurir, et profitant de la pénurie de places, on a vu fleurir des tentatives de malus pour des bateaux qui sortent peu. Alors, s'appuyant sur le Code des ports maritimes. Mais le Code des ports maritimes stipule qu'un bateau, qui est un bateau ventouse, qui n'a pas bougé depuis plus d'une année, puisse être effectivement taxé ou expulsé. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce qu'on nous proposait. Nous sommes par contre très favorables à une incitation à la sortie par des bonus, et là aussi, certains ports y ont réfléchi. Et il est intéressant pour le gestionnaire du port d'inciter des bateaux à partir pendant la grande saison, la belle saison, plusieurs jours, plusieurs semaines. Et ça permet d'ailleurs de faire tourner aussi les places disponibles. Donc tout à fait favorable à des mesures incitatives positives. Mais bien entendu, nous sommes tout à fait hostiles aux malus qui ont failli s'instaurer. Cette position que d'ailleurs j'avais défendue, entre autres à Nice, etc., et puis que beaucoup d'associations ont défendu, pour l'instant, il y a un retrait sur ces malus, et nous ne pouvons que nous en réjouir. Donc voilà, je ne voudrais pas qu'on ait une vision tout à fait négative et un bras de force entre les gestionnaires de port et les plaisanciers. C'est pas vrai. Dans la majorité des cas, ça se passe bien. Mais il y a effectivement des dysfonctionnements. Et même s'il y en a peu, ils sont criants et ils nous irritent. Et on souhaiterait que l'État nous accompagne. Le président de l'UNAN a bien mis le focus sur... À mon avis, il ne faut pas se disperser. Vous avez une proposition qui est importante, qui est intéressante, qui va tout à fait d'ailleurs dans le cadre de ce qu'on a appelé depuis un moment maintenant le développement durable, parce qu'il y a aussi une participation effectivement de la société au fonctionnement de ces structures. Ça me semble tout à fait logique et pas du tout stupide. D'ailleurs, solution qui n'est pas interdite par la loi.
un certain nombre de ports, de gestionnaires de ports, font en sorte d'avoir, quand ils sont organisés de cette façon, dans le conseil d'administration de leur société, des représentants effectivement des usagers. Alors, ceci dit, je veux quand même un petit peu rappeler aux présentations initiales, c'est qu'il faut quand même se souvenir que depuis la création des ports, la construction des ports, vous avez la décentralisation qui est intervenue. Et la décentralisation, elle donne le pouvoir localement. C'est comme ça. Ça a été voulu par nos élus. Donc, le contexte est celui-là. Et donc, qu'on se dise « Ah, on n'a plus la possibilité de contrôler a priori les règlements locaux pour qu'ils s'appliquent et qui correspondent très exactement à ce que, au niveau national, on avait défini, avec le cahier des charges historique contrôlé par le Conseil d'État. Tout ça, c'est fini. Qu'est-ce que l'État se dit ? Il se dit simplement maintenant, pour contrôler, je m'appuie sur le juge. Et vous avez entièrement raison, messieurs, de vous dire, nous allons continuer les actions juridiques. Parce que quand il y a défaut de la mise en place d'un conseil portuaire, eh bien, il faut attaquer la collectivité qui ne met pas en place le conseil portuaire. Vous avez entièrement raison, il faut le faire. Moi, je considère que là, alors là, c'est vraiment votre métier. Mais il faut bien se dire que l'État, maintenant, ne va plus faire de contrôle a priori, ne va plus faire le contrôle de légalité dont on parlait. C'est le juge. On a filé ça au juge. Donc, c'est le juge qui, après, s'il est saisi, effectivement, le met en place. Alors, je voulais par ailleurs, parce que vous avez bien parlé des clubs et de la participation effectivement des usagers, je voulais, avant de donner la parole aux représentants de portuaires, parce que eux, effectivement, ils vous le diront, que les choses se passent heureusement pas comme ça dans l'ensemble des ports. Il y a un travail qui a été très intelligent, qui a été mené, d'ailleurs, avec vos fédérations. Paul Vinet est là, il le sait bien, avec un organisme qui s'appelle Nautisme en Finistère et qui a fait un guide à l'intention des collectivités et des communes dans le Finistère pour appliquer, à l'intention des élus des communes, pour appliquer effectivement bien les règles de fonctionnement des clubs. Pourquoi ? Parce que vous avez des petits ports et souvent des petites communes, une cinquantaine en l'occurrence en Finistère, qui ont un port de plaisance et qui ne savaient pas trop comment s'en dépatouiller. Et donc ça, c'est un travail remarquable qui a été fait. Et M. Arbelot est là, le directeur de Nautisme en Finistère. N'hésitez pas à aller le rencontrer et savoir comment les choses ont été faites chez eux. Mais je pense que sur le sujet port de bouc, on n'en reparlera pas, mon cher Georges, mais voilà, juridiquement, c'est clair, il faut attaquer, c'est anormal. Je voudrais, avant de passer la parole à Jean-Michel Gagné et à Bertrand Moquet, à la fois pour la Fédération française des ports de plaisance et pour l'Association des ports de plaisance de l'Atlantique, respectivement, je voulais juste sur le sujet spécifique de la copropriété. C'est un sujet intéressant et qu'on comprend bien, effectivement, qu'on aimerait bien voir évoluer les choses. Ce qu'on avait recommandé au sein du groupe de travail dont la note... dont Georges Assaillante a fait mention d'une note, ce que nous avions recommandé, que nous avions envoyé d'ailleurs aux gestionnaires de ports, aux deux fédérations, on leur avait dit, pour ce qui concerne les listes d'attente, on vous recommandait un certain nombre de... D'ailleurs, ils ont participé au groupe de travail pour partie. Des recommandations sur le fonctionnement des listes, sur l'organisation, sur les frais de gestion de dossier, sur les conditions d'inscription, sur le renouvellement de cette inscription, sur les différentes catégories de listes, mais avec une seule liste pour les particuliers qui doit être unique, parce qu'elle peut être organisée par catégorie suivant la taille et le type de bateau, mais il faut qu'elle soit unique, bien évidemment, et que l'inscription sur un seul numéro d'ordre est affectée à chaque plaisancier et garantit comme ça l'ancienneté de la démarche. Mais on disait aussi, sur les modifications d'inscription, on laissait entendre la possibilité, effectivement, d'abord de changement de bateau, ça c'est très clair, de vente d'un bateau qui est inscrit sur une liste d'attente, donc la place dans la liste n'est pas transmissible au nouveau propriétaire. Sur le décès d'un candidat inscrit, on dit très clairement que l'inscription en liste d'attente n'est pas transmissible, ni entre vivants, ni en cas de décès. C'est clair aussi, c'est le code de la propriété des personnes publiques. Et ça, c'est attaquable aussi devant les tribunaux si le règlement intérieur d'un port ne l'applique pas. Et enfin, sur les bateaux en copropriété, une cession est possible entre copropriétaires, c'est ce que nous recommandions aux gestionnaires de port, s'ils ont été enregistrés sur la demande initiale, aux différents noms concernés. C'est-à-dire que il ne peut pas y avoir de changement de nom après l'enregistrement initial, enfin c'était ce qu'on souhaitait. En revanche, effectivement, si vous vous êtes inscrit sur la liste d'attente à deux, parce que vous étiez copropriétaire du bateau, eh bien voilà, c'est classique et vous passez effectivement la suite. On peut imaginer des choses différentes. Mais il faut bien le dire que ça n'est pas la loi
qui va le définir, ça. C'est dans le règlement intérieur et ça doit être contrôlé localement. Voilà, moi je voulais, sur les différents sujets évoqués, mais en revanche, je vous appuie totalement sur la dernière proposition, mais il faut effectivement y aller. Il faut demander à participer davantage et vous êtes tout à fait légitime pour l'être. Antoine, merci. Moi, je me réjouis des propos d'Alain Garcia, parce que c'est vrai que les propos d'Alain Bayard et ceux de Georges Assayante laissaient penser que finalement, on allait terminer cette journée sur une note un petit peu pessimiste et ne parler que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Donc, je crois qu'effectivement, dans la très grande majorité des ports, il existe un dialogue constructif entre les plaisanciers et les gestionnaires de port, quelle que soit la forme qu'il prend, mais qu'il y a effectivement, malheureusement, ça et là, des moutons noirs. Et donc, je vous rejoins. Si effectivement, il y a des choses qui ne se passent pas correctement, il faut les dénoncer, il faut faire en sorte que ça change. Et quand vous évoquiez notamment les aspects comptables, sachez aussi que les ports sont soumis au contrôle de la Chambre régionale des comptes. Donc, c'est tout de même un arbitre suprême. En ce qui concerne les listes d'attente, je ne vais pas revenir très longtemps puisque Antoine Pichon l'a évoqué et que j'ai participé à ce groupe de travail. C'est vrai qu'il a pour but aussi d'inciter les gestionnaires de ports de plaisance sur l'ensemble du territoire à adopter un fonctionnement unique, parce que là encore, on sait pertinemment que dans certains ports, il y a des modes de fonctionnement que je qualifierais d'un petit peu exotiques. Donc le but est effectivement de donner un cadre et de faire en sorte que chacun suive ce cadre. Après, pour ce qui concerne la copropriété, c'est vrai que j'ai bien compris deux choses. J'ai compris à la fois, Antoine Pichon évoquait la copropriété en ce qui concerne les plaisanciers qui sont inscrits sur les listes d'attente. Se pose aussi le problème de la copropriété pour les plaisanciers qui sont déjà présents dans les ports. Là, il faut quand même savoir que le problème qui se pose, c'est que si on veut être respectueux de la liste d'attente, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus avec les transmissions de propriété des propriétaires de bateaux qui sont déjà titulaires d'une autorisation d'occupation temporaire dans un port. Et là, il faut être très vigilant. Et je conclurai très brièvement, pour ne pas mobiliser la parole sur les listes d'attente, pour dire aussi que ce phénomène des listes d'attente, il est bien évidemment toujours très présent et je crois que dans vos différents ports, sur l'ensemble du littoral, vous en avez tous bien conscience. Mais aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de ports où, petit 1, il y a des postes d'amarrage disponibles. Il y en a, je dirais, sur tout le littoral, au moins de la frontière belge jusqu'à la pointe de Bretagne. Il y a aujourd'hui un certain nombre de ports qui ont des postes d'amarrage disponibles. Il y a aussi des ports qui proposent des solutions qui sont des solutions mixtes de stationnement, partiellement à terre, partiellement à flot. Et on l'évoquait aussi avec des incitations à naviguer, avec les systèmes comme les passeports escales, qui permettent aussi de pouvoir partir en croisière et de bénéficier d'escales gratuites. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe et qui fonctionne, et qui va continuer de se développer, peut-être pas assez vite, mais qui se développe déjà. Donc ça, c'est important. Globalement, on a toujours un nombre de listes d'attente, enfin beaucoup de plaisanciers inscrits en liste d'attente, et c'est pour un nombre significatif, mais ce nombre a quand même tendance plutôt à décroître, avec effectivement, comme c'était évoqué ce matin, le vieillissement des pratiquants. Mais c'est vrai que les listes d'attente, on commence à trouver des solutions. Alors le problème qui se pose aussi, c'est que les plaisanciers ont quand même aussi tendance... Pourquoi y a-t-il des listes d'attente ? Parce que tout le monde veut aller naviguer au même endroit. Et qu'aujourd'hui, on ne se satisfait plus d'un port à échouage, d'un port derrière une écluse, d'un port qui subit des contraintes, et qu'on s'aperçoit aussi que beaucoup de plaisanciers qui sont inscrits sur les listes d'attente dans des ports de plaisance disposent déjà d'anneaux ou de solutions de stationnement autres, mais qui sont moins qualifiantes. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, ils souhaitent changer de poste d'amarrage. Bonsoir à tous. Je vais essayer d'apporter quelques compléments à tout ce qui a été dit sur la nature des relations que les ports peuvent avoir avec les plaisanciers. C'est vrai qu'en ce qui concerne les ports membres de l'association, qui vont grosso modo de Pornichet à Hendaye, au Pays Basque espagnol, il n'y a pas de problème. On peut trouver
sur un ou deux ports quelques situations un peu compliquées, mais c'est vraiment une exception. Et d'ailleurs, je dis que l'association est à disposition des fédérations représentatives pour, si besoin, être un intermédiaire de discussion avec ces ports-là. Sur le fonctionnement des clubs, les ports sont quand même, doivent être impliqués, puisque la réalité, c'est que ce sont les ports qui organisent les élections, dans une très grande majorité de cas. C'est nous qui écrivons à l'ensemble des clients, qui leur demandons de s'inscrire sur la liste, qui leur demandons s'ils veulent être candidats, de nous communiquer les professions de foi et ensuite de les transmettre. Donc j'entends que certains ports ne le font pas. Ça n'est pas une obligation légale, hein, je crois, M. Goasguen, mais c'est vrai qu'il y a là un vide et que bien souvent, c'est l'autorité portuaire qui est l'organisatrice des élections du club. Sur les conseils portuaires, alors je ne connais pas la composition de l'ensemble des conseils portuaires, je parle de celui que je connais, qui est celui de La Rochelle, et où le port et la ville, qui est propriétaire des infrastructures, sont largement minoritaires dans la composition du conseil portuaire. Alors, ce ne sont pas les plaisanciers qui en sont majoritaires. Par contre, nous avons là des représentants de différentes catégories, que ce soit des navires à passagers, des professionnels du nautisme et des chantiers. Et c'est un lieu quand même relativement intéressant, puisqu'il permet d'annoncer, vous avez énoncé tout à l'heure en introduction, le champ de compétences des conseils portuaires. Quand on discute des statuts, du périmètre, donc du statut, donc des missions, des périmètres et des finances, ma foi, on englobe un peu tout. Et c'est l'occasion de se parler directement entre les interlocuteurs qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts et de dire voilà, le projet du port c'est ça. Et chacun peut s'exprimer. Je veux dire que c'est aussi intéressant pour le gestionnaire du port, ça lui évite d'être une balle de ping-pong entre les différents intérêts et ça permet d'avoir un dialogue direct. Sur ce qui est des listes d'attente, je voudrais juste dire que Jean-Michel Guénier l'évoquait, les listes d'attente sont aussi contrôlées par la Chambre régionale des comptes et ça a même été, il y a maintenant fort longtemps, une des remarques qui avait été faite au port de La Rochelle et qui avait nécessité l'acquisition d'un nouveau logiciel de gestion du plan d'eau. Donc c'est pour vous dire que les chambres régionales, quand elles ne sont pas débordées et qu'elles peuvent faire correctement leur travail, regardent aussi ceci dans votre intérêt. Enfin, et Jean-Michel le disait aussi, la copropriété, c'est évidemment, nous y sommes favorables, nous sommes tous d'accord pour faire que les bateaux naviguent, pour que vous puissiez naviguer le plus possible. Évidemment, il faut trouver des garde-fous pour que ça ne soit pas un contournement de la liste d'attente. Des pistes sont travaillées à l'heure actuelle et nous sommes bien sûr disposés, et avec le président Garcia, nous l'évoquons, pour continuer ce dialogue et faire que les objectifs du port et les besoins, l'intérêt des plaisanciers se retrouvent.